Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, entre la paix éternelle annoncée par Trump et le cessez-le-feu fragile qu'on voit, on se demande ce qui se passe là, à Gaza. Ben, selon les informations de différents fils de presse là, ce matin, on nous rapporterait que des troupes israéliennes auraient ouvert le feu sur des suspects à Gaza après une certaine violation de l'accord du cessez-le-feu. C'est que il y a des suspects qui se seraient trop approchés des troupes israéliennes à Gaza, ce qui aurait fait en sorte qu'il y aurait eu réplique. Là. Alors là, est-ce que... Je voyais un reportage, je sais pas quel média international, qui disait qu'ils avaient dépassé la ligne jaune. Oui, la fameuse ligne jaune. Alors, ça survient au lendemain de cet échange entre otages et prisonniers. Vraiment très, très émouvant. C'était touchant de voir ça, ces 20 otages. Et ça s'est bien déroulé. Ça s'est très, très bien déroulé. Et puis, on a vu des scènes vraiment là, à fendre le cœur, là, des retrouvailles entre les familles des otages et ces derniers qui, depuis 2 ans, étaient détenus par les terroristes du Hamas. Donc, les gens très émus se prenaient dans leurs bras. Par la suite, examens médicaux, transport par hélicoptère à l'hôpital également pour ces otages-là. Et en échange d'un peu moins de 2000 prisonniers palestiniens. Il y a eu ce passage, bien sûr, de Donald Trump devant la Knesset, là, cette assemblée en Israël, où vraiment il a été accueilli chaleureusement. Le président américain a fait un discours très, très convaincant quand même, dans l'ensemble, où il martelait essentiellement qu'Israël maintenant est en sécurité, que tout ça sera derrière, que ce sera le début d'une paix. Et il a même demandé à ce qu'on pardonne à Benjamin Netanyahou, qu'on lui offre un pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui affirmaient effectivement que il tentait de se garder au pouvoir pour éviter ultimement d'être affligé par toutes sortes d'accusations là, et de conséquences judiciaires. Parallèlement à tout ça, après son arrêt en Israël, Donald Trump est remonté à bord d'Air Force One, cap sur l'Égypte, Sharm el-Sheikh, où il a participé à ce grand sommet pour la paix, réunissant également 20 chefs de d'autres nations, d'autres pays, dont le premier ministre Mark Carney. Alors, c'est un peu le résumé de cette journée qui a été un peu le point d'orgue de toute ce crescendo, là, cet accord en 20 points, confirmé, accepté par et le Hamas et Israël. Et on a assisté donc à cette première phase, somme toute réussie. Oui, absolument. Mais 2 remarques. D'abord, le Peace 2025, je ne sais pas si il y a une entreprise égyptienne qui a eu un contrat payant de dernière minute, mais avec ses grosses lettres en couleur, on sent que ça faisait partie comme un peu du spectacle Trump, là, de cette réussite. Faut pas lui enlever de cette réussite. Là où, à mon avis, son propos est un peu déréglé, de promettre la paix éternelle, puis tout ça est fini. Peace in the Middle East. Il y a même un slogan. Non, mais c'est vrai, lui, il est très fort sur ces rhétoriques-là, sur ces petites phrases où on comprend l'essentiel de son objectif. Ça semblait impossible, puis là, vous le voyez devant vos yeux. C'est juste que, tu viens de nous le dire, Alexandre, dans les 12 heures qui ont suivi, il y a un premier accrochage entre des soldats de l'armée israélienne, puis parce que l'armée israélienne dit que c'est probablement des gens du Hamas, eux autres disent que c'est des simples citoyens de Gaza qui allaient voir si leur maison est en bon état, qui allaient faire l'inspection des bâtiments qui ont été tirés, mais je veux dire, dans les 2 camps, présentement, on dit que le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Je suis pas en train de dire que cet accrochage-là, dans une rue, là, va mettre fin au tout le processus de paix. C'est juste un douloureux rappel que, attention, avant dans cette région-là du monde, annoncer la paix éternelle, ça me paraît audacieux. Et puis là, y en a-tu des affaires pas réglées? Est-ce que le retrait de l'armée israélienne? Le Hamas qui va s'auto-désarmer? Parce que dans les 20 conditions de Trump, il y a ça, là, que les gens du Hamas vont rendre toutes leurs armes. Ça, c'est pas fait, ça. Le Hamas, je veux dire... dans la constitution du Hamas, la raison d'être, l'article 1, c'est de détruire l'État d'Israël. C'est ça. Là. C'est comme un peu incompatible avec le projet. Avec le projet de paix, oui. là. Fait que là, tu sais, est-ce que le Hamas va vraiment accepter de se désarmer? Puis là, après ça, la solution à long terme à 2 États, là, Trump disait, on verra dans le temps comme dans le temps. C'est un peu, je le résume, c'est ce qu'il a dit hier, je regarderai ça plus tard. Ouais, mais ce plus tard-là va venir, puis tu vas voir qu'il va être tough à regarder. Reconstruction de Gaza, tout est en ruine. La reconstruction, l'administration provisoire, donc il reste... Je suis pas en train, je veux pas
essayer de casser le moment. Là. C'était des beaux moments, les retrouvailles. Mais avant de parler d'une paix comme si elle était établie et éternelle, il me paraît qu'il y a une dose de prudence à y introduire. Netanyahou a même qualifié Trump de meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu à la Maison-Blanche également hier. Et dans l'autre guerre, est-ce que M. Trump pourrait, maintenant qu'il a réglé le Moyen-Orient, s'attaquer à l'Ukraine? C'est un peu aussi cet appel de plusieurs autres leaders internationaux qui disaient Gaza, c'est une chose, mais il reste aussi d'autres conflits. Est-ce que ça inspirera peut-être une marche vers la paix? On sait que Volodymyr Zelensky fera un passage à la Maison-Blanche ce vendredi et ça survient à un moment aussi où les services secrets allemands ont mis en garde hier contre la Russie qui serait prête à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN. On sait que l'OTAN a cette doctrine-là d'un pour tous, tous pour un. Si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, tout le monde est attaqué. Ça survient aussi alors qu'il y a des attaques très, très violentes de la Russie envers l'Ukraine là, ces derniers jours, Mario. Ce sera à voir. Pour là que M. Zelensky aussi, là, à ce moment-ci, doit avoir besoin d'aide avec la reconstruction de ses infrastructures énergétiques. Exact. Qui ont été ciblées à la veille de l'hiver, là, qui sont ciblées par la Russie. Donc, à voir, ce serait vendredi. Nouveaux tarifs en vigueur qui étaient déjà annoncés, mais qui sont entrés en vigueur à minuit. Nouvelle semaine, nouveaux tarifs. Cette fois, c'est le bois de construction, les meubles, les aménagements de cuisine qui, depuis minuit 1, effectivement, sont visés par des tarifs. Et comme des surtaxes sectorielles, que ce soit pour l'acier, pour l'aluminium, l'automobile, le cuivre, la Maison-Blanche justifie ces nouvelles taxes-là pour la nécessité de défendre la sécurité nationale. Alors, voici de quelle façon ce sera taxé. Le bois sera désormais taxé à hauteur de 10 % en entrant aux États-Unis. L'ameublement et les aménagements de cuisine, 25 % de tarifs, avant de passer à 30 % donc, au 1er janvier, là, pour les meubles, 50 % à ce moment-là. On va augmenter de manière considérable tout ça. Néanmoins, les pays qui ont signé un accord commercial, comme le Royaume-Uni, il y a différentes variables à tout ça. Là. On parle de 10 % l'Union européenne, 15 % maximum. C'est un taux pratiquement plus avantageux que ce qu'on a, nous, à ce stade-ci. Oui, c'est-à-dire que sur les biens généraux, le Canada est avantagé par son accord de libre-échange, mais quand il fait des taxes spécifiques. Comme ça, là, on est, on est moins bien traité que, par exemple, le Royaume-Uni. Reprise de la médiation avec les médecins spécialistes, ça avait été suspendu à la fin de la semaine passée. Oui, et là, on va commencer, effectivement, on va reprendre les pourparlers, mais vraiment au niveau des médecins spécialistes. Et là, c'est là un peu le questionnement de dire, OK, on accélère les choses avec les spécialistes. Qu'est-ce qui se passe avec les médecins de famille? Dans ce cas-ci, on va vraiment intensifier les négociations dans la prochaine semaine en ce qui concerne la médiation avec les médecins spécialistes. Par contre, les spécialistes vont poursuivre le boycott de l'enseignement aux étudiants en médecine. Ça se poursuit. Il y a eu déclaration du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, qui ont déclaré donc convenu poursuivre les négociations dans le cadre de cette médiation. Ça a repris hier. On est très prudent dans les commentaires. Oui, mais quand même, les médecins spécialistes avaient dit les négociateurs du gouvernement doivent aller rechercher un mandat avec leur boss. C'est ça. Puis on avait déduit que le mandat, c'était à propos de la loi 106, que les médecins ne voulaient pas voir, ou en tout cas pas dans sa forme actuelle. Alors, si on reprend la médiation, est-ce que ça veut dire que les négociateurs gouvernementaux ont obtenu du gouvernement ou de Christian Dubé les garanties concernant la loi 106? Parce que ça semblait être une condition. Puis là, on reprend la médiation, donc ça va être à surveiller. C'est pas... Prenons l'exemple, c'est pas exclu que le gouvernement veuille jouer une fédération contre l'autre. Donc, si les médecins spécialistes règlent que la situation devienne beaucoup plus difficile pour l'autre fédération qui n'aura pas réglé. Et c'est ce que j'allais vous dire, parce que pour ce qui est des médecins omnipraticiens, tout ça est sur pause. Et si, avec les spécialistes, lorsqu'on a mis la médiation sur pause, on a dit « allez revalider vos mandats », là, c'est pas ce que le médiateur a affirmé pour ce qui est des médecins de famille. On dit là, les deux parties sont très, très loin. Alors là, présentement, comment je peux faire avancer cette médiation-là? C'est quand même pas rien, là. Alors, est-ce que, effectivement, quand tu dis on peut jouer un peu une fédération contre l'autre, supposons hypothétiquement qu'on s'entend avec les spécialistes, et là, qu'est-ce qui va rester aussi pour les médecins de famille? Ça mettrait une pression très, très forte sur leur syndicat.
qu'un groupe religieux pourrait prendre le contrôle d'une municipalité. Bien, ce qu'on apprend dans le journal ce matin, dans un dossier très complet, c'est qu'il y a des membres d'une organisation religieuse controversée et fortunée qui tenterait de se faire élire au poste de mairesse et de conseiller d'une petite localité de Chaudière-Appalaches où elle possède quand même plusieurs propriétés en question. On parle de Lac-et-Chemin. Alors, l'organisation en question, donc c'est l'équipe du Renouveau qui fait son entrée dans cette course-là et selon les informations obtenues par nos collègues du journal, 4 de ses membres, comme tels, sont associés à l'Armée de Marie, qui est aussi appelée la Communauté de la Dame de tous les peuples. C'est un mouvement religieux qui a été banni et ses membres même excommuniés par le Vatican en 2007. L'Armée de Marie a été contactée par nos collègues cette semaine, a insisté sur son absence de lien avec ses candidatures, mais vraiment, là, c'est... Donc, on insiste pour dire que ce sont des gens associés, mais... individuellement, ils ont décidé de se présenter au municipal. Et ça n'aurait pas, donc, effectivement, de lien comme tel avec cette organisation-là. À suivre. Remarque, pour moi, autant cette nouvelle-là, autant que celle, mettons, pour des groupes criminalisés, des moteurs criminalisés, il y a un côté de moi où je me dis, tu sais, dans une petite municipalité comme ça, les gens vont les connaître. Je pense que quand on va voir les résultats du vote, on va comprendre mieux. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui sont élus par acclamation. C'est parce qu'il n'y a personne qui est intéressé, personne ne se présente. Là, les gens ne se garochent pas pour devenir... Est-ce qu'on approche du moment où des gens, peu importe, de toutes sortes de mouvements avec des agendas précis ou des agendas inquiétants, vont juste se présenter, passer entre les mailles du filet dans une élection par acclamation, puis se retrouver aux commandes d'une municipalité. Taylor Swift continue à battre des records. Oui, encore et toujours avec son 12e album The Life of a Showgirl. 4 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis dans une première semaine. On compte les albums physiques, mais également les plateformes en continu. Elle fracasse le record d'Adele avec son album 25. Adele avait vendu 3,4 millions en une semaine aux États-Unis en 2015. Elle, 3,5 millions de ventes totales. Ce sont des chiffres arrondis. On est prêt quand même, mais il y a une bonne différence 10 ans plus tard. Après, moi, je trouve quand on compare, est-ce qu'on compare la même chose? Les techniques de marketing sont différentes, les plateformes sont différentes. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux? Je ne sais trop, mais pour l'instant, on parle donc de records. Artiste solo également, il a obtenu le plus grand nombre de premières places dans le Billboard. Dans le Billboard 200. C'est 15 projets. Drake et Jay-Z en avaient 14. Elle est tout près. On dit qu'elle est juste derrière les Beatles également pour les albums numéro 1. Encore une fois, est-ce qu'on peut comparer Taylor aux Beatles alors que les moyens de diffusion sont tellement différents aujourd'hui? Mais bref, ça va bien. Et à partir du 12 décembre, il y aura une docu-série sur sa tournée Eras Tour. Il y aura 6 épisodes. Donc, les 2 premiers seront diffusés le 12 décembre sur les coulisses de sa tournée Eras. Est-ce qu'on va cette année? Écoute, est-ce que c'est comme une télé-réalité où chaque semaine, elle nous offre un pan de sa vie? Je ne sais pas. Parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle laisse pas les gens prendre leur souffle. Là. Non. Est-ce que c'est ça la stratégie pour garder les fans alertes? Parce que semblerait qu'une des tactiques, pourquoi elle vend des records comme ça, c'est qu'elle prend plein d'albums séparés, pas séparés, mais de collections. 3-4 albums différents avec des pochettes différentes, des vinyles. C'est comme ça qu'elle réussit à battre des records. Voilà. Au sport, Charles-Antoine, les Jays qui étaient rentrés fort dans cette phase des séries contre les Mariners et finalement, une fois sur le terrain, ça se passe pas bien, là. Très difficile. En fait, on a fait du côté des Mariners basculer l'avantage du terrain. Hier, 2e victoire en 2 sorties à Toronto. 10-3 le pointage. 7 bras des Jays utilisés. Trey Savage, le lanceur partant, a reçu un coup de poing dans le visage dès la première manche. Un circuit bon pour 3 points. Les Jays n'ont jamais vraiment été dans le match. Journée de congé, mais surtout journée de voyagement. Fait que là, ils partent pour 3 matchs à Seattle. Exact. Ils sont 0-2. Là. Exact. C'est arrivé 5 fois seulement dans l'histoire du baseball majeur en série de championnat, donc dans l'équivalent de ce qu'on vit en ce moment, qu'une équipe est remontée d'un déficit de 0-2. Donc, c'est possible. C'est une série 4-7, mais tu l'as souligné, avec un format 2-3-2. Donc là, ça veut dire que à Seattle, il faut qu'il en gagne au moins 2 des 3. Exact. Sinon, la série va se terminer à Seattle. C'est vraiment pas évident. Shane Bieber sera le lanceur demain. Et souvenez-vous, Shane Bieber contre les Yankees, c'était lui qui lançait le premier match à l'extérieur. À New York, ça avait été très difficile. Donc, Vladimir Guerrero est 0-7 en 2 matchs dans cette série. Écoute, il y a tellement de choses hier. Lane Hudson, on prendra le temps de s'en parler plus en profondeur plus tard, mais sachez que ce contrat qui est très ouvert aux Canadiens
va faire en sorte qu'il va faire 8,85 millions de dollars par année à partir de l'an prochain. Mais c'est moins que tout ce que tout le monde avait prévu, là. Il sera le 17e défenseur le mieux payé l'an prochain. C'est une méga aubaine, mais encore plus de l'aubaine individuelle, parce que je vous ai déjà parlé du fait que le cap salarial va monter de 10 millions par année là, pour les 2 prochaines saisons. Le top 6 va représenter en 2030, parce qu'il sera toujours là. Le top 6, là, je fais allusion à Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Dobson, Matheson et Goalie. Il y aura peut-être évidemment Demidov éventuellement, mais ce top 6-là, en 2030, va représenter moins de 40% de la masse salariale du Canadien. Il va rester de la marge de manœuvre pour aller chercher des bons joueurs. Signer Demidov, son premier vrai contrat, lorsqu'il aura fini son contrat d'entrée. Mais oui, en effet, aller chercher des joueurs qui vont te permettre une certaine latitude. Kent Hughes a réussi un coup de maître, mais ça en dit long sur le fait que les joueurs veulent jouer à Montréal. Il a seulement 21 ans, Dodson. Les Alouettes ont gagné hier. 30-10 à 2 points des Tiger Cats et du premier rang. Il reste 2 matchs à la saison des Alouettes.